Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue à l'émission Interrogeons-nous. Comme d'habitude, nous allons ce matin nous poser une question. La science peut-elle être neutre? Pour dire un petit mot historique sur la question, je me souviens comme ça de Bacon, qui en son siècle, en son temps, demandait à la couronne d'Angleterre de se servir de la science pour accroître sa puissance. Sauf que dans nos cours de méthodologie, on nous enseigne que le scientifique doit être neutre. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci de m'accueillir une fois de plus à cette émission. Merci, professeur Mouchili. Merci d'être là pour réfléchir avec nous sur ces questions qui nous terrassent, qui nous bouleversent. Le scientifique peut-il être neutre, professeur Mouchili? La vision actuelle de la science est technoscience. Ça veut dire que la science n'est plus essentiellement théorique. Et celui qui sait est celui qui peut faire. Parce que les conditions d'approbation d'une théorie scientifique sont essentiellement expérimentales. Alors, une science qui ne s'appuie pas sur l'expérimentation pour fonder sa crédibilité n'en est plus une à notre siècle. Professeur, qu'on peut entendre par expérimentation, transformation? On peut entendre par expérimentation les moyens de validation d'une théorie. Oui. Et ces moyens de validation se font à partir de l'usage des instruments qui vont permettre de poser des hypothèses en vue de les valider ou de les infirmer. Voilà. Bon, et ce qu'on doit savoir, c'est que la science n'est plus scientia de son origine latine, et qui consistait en un savoir fondamentalement théorique. Aujourd'hui, la science est davantage technoscience, technologie. On ne peut plus aujourd'hui enseigner un cours d'électricité à un étudiant sans toutefois lui apprendre comment monter et démonter un interrupteur ou une prise. Arrêtons-nous un peu pour nos téléspectateurs sur le thème technique. C'est-à-dire quoi? La technique, c'est la capacité qu'a l'homme de prendre en charge la nature à partir des moyens techniques, c'est-à-dire les données naturelles à partir des moyens techniques, ceci en vue de les transformer. La technique va au-delà de la simple transformation pour être aussi innovation et création. Voyez-vous? Bon, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une technique qui serait essentiellement rudimentaire, comme à l'âge de la pierre taillée ou bien à l'âge de la pierre. Donc, la technique contemporaine n'est plus une activité rudimentaire consistant pour l'homme à rechercher les outils de facilitation de ses tâches existentielles. Donc, on va au-delà. Elle est de plus en plus technique, civilisationnelle, et répond aux besoins même les plus imaginatifs, et non pas nécessairement aux besoins de subsistance. On va au-delà de la simple subsistance pour penser le monde autrement, parce qu'on a aussi besoin de confort. C'est-à-dire que la réflexion scientifique vise à toucher la réalité humaine pour la transformer. Absolument. La réflexion scientifique doit pouvoir porter en elle un système méthodologique dans lequel la phase expérimentale est essentielle. C'est un peu comme cela qu'on devrait voir la science contemporaine. Prof, d'où vient-il d'où vient le concept de neutralité en science? Déjà, qu'est-ce que la neutralité? La neutralité consiste à penser que la connaissance que nous avons du réel n'a aucune incidence sur la condition humaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant toute la période classique où la science était essentiellement descriptive, on ne pouvait pas penser que la science pourrait être autre chose que neutre. On ne pouvait pas penser la science comme une activité d'intelligence qui se fait en toute neutralité, parce que ici, on n'avait pas besoin de transformer. On savait pour savoir.
Voyez-vous? Oui. Bon, mais aujourd'hui... Connaître pour savoir, pour connaître et savoir. On cherchait à connaître juste pour savoir. Oui. On ne cherchait pas à connaître pour... Lorsqu'on vous définit la méthode scientifique classique à partir des principes déterministes qui consistaient à penser une objectivité absolue, et qu'est-ce qu'on entendait par objectivité absolue? Le fait que le chercheur soit totalement déconnecté de l'objet de recherche et qu'il fasse la présentation de cet objet de recherche comme un système totalement indépendant aussi. Et il y a des scientifiques classiques qui ont dit le chercheur doit être, par rapport à l'objet, un espion qui regarde sans être vu. Ouais. Dans ces conditions, on peut croire que la science est absolument neutre. Mais lorsqu'on regarde comment fonctionne la science, cette science qui est essentiellement pratique, on ne peut plus penser la neutralité de la science. Il y a objectivité, mais il n'y a pas de neutralité. Oui. Sortir de ces considérations partisanes pour poser la science en termes d'objectivité ne peut pas signifier vouloir que la science soit neutre. Rappelons peut-être que l'objectivité, c'est son caractère à être explicable, à être déployé, quel que soit le contexte, quel que soit le lieu, et à être compréhensible par l'esprit humain. Et que la méthode soit fondée en logique, en nécessité et en universalité. En universalité, oui. Voilà les critères d'objectivité de la science. Mais cela ne signifie pas qu'elle serait neutre. Max Weber le dit si bien, la science n'est jamais socialement neutre. Parce que nous soyons dans la science ou en dehors, toute activité scientifique a un impact sur la nature. Et nous ne vivons que dans la nature. Oui. Et lorsque c'est un impact sur la nature ou bien sur l'humain, quelle que soit la science pour laquelle on est en train de travailler, parce qu'il y aura toujours que le processus d'industrialisation, puisque même puisqu'il y a deux niveaux de recherche. La recherche fondamentale qui se fait dans les laboratoires ou bien dans les universités, la recherche pour le développement qui se fait à l'échelle industrielle. Voyez-vous? Bon, maintenant, qu'on soit dans la recherche fondamentale ou à l'échelle industrielle, on constatera quelle est la capacité d'un processus de recherche à produire sur la nature une sorte de déchet qui pourrait polluer, voyez-vous, ou alors à produire un autre aspect matériel des choses qui pourrait nous permettre de simplifier notre existence. Oui. Donc, il n'y a pas de science qui n'ait pas d'impact sur la nature humaine. Arrêtons-nous un peu sur... quand vous parlez de recherche industrielle, je pense que c'est la recherche appliquée. Oui, c'est la recherche appliquée. Oui. Même au niveau de la recherche fondamentale, c'est assez appliqué. Mais seulement c'est à l'échelle miniaturisée. Oui. Bon, maintenant, la recherche de développement, c'est la recherche industrielle. Oui. Voyez-vous. Bon, maintenant, à ce niveau, on a besoin c'est un peu comme une sorte de gigantisme, puisqu'il faut produire afin de distribuer. Oui. Voyez-vous. Bon, mais dans ces conditions, vous ne pouvez pas, quelle que soit l'ambition noble du chercheur, il n'y aura pas de production scientifique qui n'aurait pas d'incidence sur la qualité de vie. Oui. Voyez-vous. C'est-à-dire, soit en termes de destruction du cadre de vie, soit en termes d'élaboration, peut-être de suivi d'un processus d'élaboration d'une meilleure existence. Dans les deux cas, il n'y a pas de science au degré de risque zéro. Oui. Bon. Et parce qu'il n'existe pas de science au degré de risque zéro, même lorsqu'on fabrique une seringue qui sert à soigner, oui, elle peut tuer. Oui. Le processus même de la matière, c'est-à-dire de la matière première, jusqu'à l'obtention de la seringue, tous ces processus engagent l'homme à savoir jusqu'où la pollution ne va pas être d'un impact dangereux sur le cours de l'existence. De toutes les façons, on ne peut pas faire de la science sans s'attendre à produire des effets. On n'est pas au niveau de l'usage. Nous sommes au niveau du processus méthodologique de réalisation de la science. Oui. Ça veut dire, je veux obtenir un morceau de savon.
c'est-à-dire de la matière première jusqu'à l'obtention du morceau de savon, Oui. il y a à chaque étape des déchets qui vont être déversés dans la nature. Oui. 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 Voilà. Et l'usine qui fonctionne a toujours des tuyaux d'où s'échappent des gaz qui pourraient être destructeurs Oui. pour la nature. Donc c'est gagné sur un point. Et si on peut dire, il y a quand même du tort qui peut être causé sur un autre point. Bon, généralement, je ne dis pas qu'il s'agit d'un tort, mais il s'agit d'un appel à une éthique de vie qui change en fonction du développement de la science. Oui. Parce que moi, je pense qu'il faudrait éviter de poser la science comme un phénomène essentiellement destructeur. Or, on ne peut pas se développer sans la science. Et la question fondamentale qu'il faut se poser tout le temps, c'est de savoir comment vivre avec la science. Et non savoir comment dire aux scientifiques d'être plus regardants. Parce que vous ne pouvez pas demander à celui qui fait des sauts dans l'inconnu d'être plus regardant, puisqu'il va vers l'inconnu. Il va vers l'inconnu, c'est où il va. Oui. Donc, on doit tout simplement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des exagérations dans certains domaines, comme l'exploitation du charbon, qui est une activité essentiellement polluante, mais dont certains États n'arrivent pas à abandonner cette activité. Oui, certainement, parce que quand on pèse, on regarde ce qu'on gagne. Le côté économique, Le côté économique, on se trouve... C'est un peu le problème avec les moteurs. Les moteurs aujourd'hui, où on court tous vers une industrie écologisée. Oui, on va vers l'industrie écologisée. Prenons le cas des panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires qu'on utilise aujourd'hui. Mais d'ici 30 à 40 ans, il va falloir gérer les déchets. Oui. Parce que on n'utilise pas un matériel impérissable. Oui. Ça se périme. Oui. Et à un moment donné, il va falloir penser les conditions de recyclage ou d'évacuation des déchets. Oui. Bon, mais comment allons-nous faire? Est-ce que pour le développement, fonder un développement durable sur la base des énergies renouvelables, est-ce que cela épargne l'homme de tous les dégâts possibles? Oui. Je ne pense pas. C'est comme si on était en train de dire ne souffrons pas en 2020, choisissons de souffrir après 2040. Oui. Ça ne signifie pas qu'on a stoppé cette marche vers une sorte de réchauffement, vers le réchauffement climatique. Oui. On demande aujourd'hui de faire en sorte que par siècle, il n'y ait pas plus de 2 degrés de température qui augmentent. Oui. On ne dit pas, parce qu'il n'est pas possible d'avoir une industrie où il n'y aura même pas au moins à quelques degrés, une sorte d'augmentation de température. Oui. On veut juste diminuer la vitesse avec laquelle la température augmente. Il est en train de monter. Oui. Bon, maintenant, il va falloir adapter les hommes à ce changement atmosphérique. Oui. Et il va falloir que l'homme ait une éthique de vie qui s'accommode d'une science qui n'est jamais... qui ne peut pas se faire sans danger. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de degré zéro de risque en science. Ça n'existe pas. Quel que soit le bout par lequel on prend la science, il y a toujours qu'on est en train de prendre un risque. La vie en elle-même est déjà un risque. Nous ne vivons que sur une corde raide. Donc, il faut juste savoir comment faire pour que cette corde raide ne se coupe jamais. Ok. Prof, si on ne peut pas parler d'une science neutre, est-ce que la notion de neutralité axiologique a quand même du sens? Bon, disons que il ne peut pas y avoir d'éthique s'il n'y a pas de risque. C'est face au danger qu'on invente l'éthique de vie. Donc l'éthique ne peut pas précéder la naissance du danger. Oui. L'éthique doit pouvoir s'interroger sur la possibilité d'une existence. C'est pour cette raison que l'éthique est flexible. L'éthique n'est pas aussi raide
qu'on pourrait comprendre, tel qu'on pourrait comprendre la morale. Non, l'éthique est essentiellement descriptive. C'est-à-dire, par exemple, quand on vous dit ce tabac qui contient du goudron, qui contient de la nicotine, qui contient, est essentiellement nuisible pour notre santé. Voyez-vous? Bon, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une interdiction formelle. Mais vous savez à quoi vous attendez quand vous fumez. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'éthique de vie? Savoir vivre avec le tabac. C'est-à-dire, dois-je éviter le tabac ou simplement prendre une quantité non nuisible à ma santé? Là, voyez-vous, l'éthique, la valeur éthique d'un acte est fonction des circonstances qui ont présidé à une prise de décision. Donc, il n'y a pas une éthique transcendante qui s'imposerait à l'homme. Donc, il n'y a pas d'éthique a priori. Bon, parce que se mettre en dehors de la science et juger de l'activité scientifique, c'est presque prêcher dans le désert. Parce que il faut déjà savoir quelles sont les conditions dans lesquelles les chercheurs s'exercent dans des laboratoires. Est-ce que ces chercheurs eux-mêmes oublient la présence du risque permanent qui serait au-dessus de lui, fixé au-dessus de lui comme une épée de Damoclès? Le chercheur n'oublie pas cela. C'est pour cette raison que le chercheur, dans son domaine, est le mieux placé pour penser l'éthique de son domaine, ou bien la déontologie d'exercice des activités de son domaine. Donc, du coup, on peut considérer que la neutralité axiologique est à gérer par le chercheur. Oui, disons, oui. Quand vous entrez dans un laboratoire et que vous êtes, par exemple, un philosophe, c'est au chercheur de vous dire ne buvez pas ce liquide, même s'il ressemble étrangement à de l'eau. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Quand une éthique doit être applicable, mais si nous ne développons qu'une sorte d'heuristique de la peur, est-ce que on va se sauver juste parce qu'on a eu peur d'aller plus loin? Faut-il ne pas aller plus loin? Est-ce que celui qui récuse cette façon pour la science de se développer, lui-même n'est pas émerveillé par le génie humain qui s'exprime essentiellement qu'en science? Vous n'aimez peut-être pas le concept d'idéologie, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que la science neutre, la possibilité d'une science neutre n'a pas été plongée comme ça dans le champ scientifique? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une question idéologique? Disons que... Parce que il faut peut-être ajouter que quand nous voyons comment est-ce que nos thématiques de recherche, en termes de mémoire, en termes de thèse, en termes de livres, parfois on ne voit pas l'engagement social du chercheur. Bon, le problème c'est quelle est la méthodologie de recherche que nous utilisons le plus souvent? Est-ce que l'étudiant qui écrit sur une thématique doit davantage faire l'histoire de cette thématique que de répondre, au lieu de répondre à la question en fonction des données de son temps? Il ne dit pas qu'il faut mettre de côté l'histoire de la philosophie, mais il faut bien la maîtriser. Mais maintenant, lorsque quelqu'un s'engage comme chercheur, moi je pense pour ma part qu'il doit être celui-là qui a lu l'histoire de la philosophie et qui va se poser en se démarquant de cette histoire parce que son contexte existentiel serait différent de celui qui l'a précédé. Voyez-vous? Oui. Bon, mais si nous mettons plus d'emphase sur la revue de la littérature, dans un travail de recherche, comme un mémoire ou une thèse, c'est vrai que cela permet de savoir si l'étudiant a eu à maîtriser le domaine dans lequel il est. C'est vrai. Oui, Mais ce n'est pas moins vrai que l'étudiant a maîtrisé lorsqu'il avance en innovant. oui. Voyez-vous? Bon, il y a certaines formes de pesanteur qui font que dans beaucoup de travaux scientifiques au niveau des étudiants, Oui.
on insiste sur l'histoire. Et quand on s'engage à penser par soi-même, on est déjà émoussé. Pourquoi ne pouvons-nous pas travailler comme ceux-là qui nous ont aidés à comprendre la philosophie? Quand je lis les travaux d'Ernst Hobbes, je vois bien qu'il a été inspiré par un temps. C'est vrai qu'il utilise des thèmes, par exemple comme Damoclès, qui relève des mythes grecs, mais c'est pour montrer, quand il utilise Damoclès dans ses ouvrages, à l'instar du Léviathan et autres, est-ce qu'on ne trouve pas à l'intérieur de sa philosophie qu'il a eu à maîtriser aussi l'histoire de la philosophie parce qu'il puise dans le mythe grec pour enrichir sa pensée en parlant d'épée de Damoclès. Bon, on ne va pas revenir ici sur le mythe de Damoclès parce que ce n'est pas le thème du jour. Oui. Mais Damoclès n'est pas un mot anglais, c'est un mot grec qui vient du grec. Oui. Et c'est le nom d'un esclave dans une des mythologies grecques. Ouais. Mais on ne va pas rentrer dans ces considérations. C'est juste pour dire que vouloir répondre, faire de la philosophie aujourd'hui en se fondant sur une approche essentiellement thématique est pour ma part davantage plus utile parce que ça permet à l'étudiant d'avoir une ouverture d'esprit qu'on n'aurait pas connue en lui s'il était resté à faire le commentaire, le commentaire des textes des autres. Il faudrait que dès la sortie, vers la fin de l'université, qu'on commence à réaliser que le scientifique qu'on est en train de former, le philosophe qu'on est en train de former, a une personnalité. Nous ne sommes plus à l'époque des disciples, c'est fini. Parce que nous n'avons plus affaire aux élèves, mais nous avons affaire à des étudiants. Et l'étudiant est celui qui cherche par lui-même sa voie de sortie. Et avec la diversité des sources d'informations qu'on a aujourd'hui, l'étudiant peut avoir lu quelque chose que nous-mêmes, nous n'avons pas lu. Oui, effectivement. Est-ce que l'idée d'une science neutre n'est peut-être pas une fuite de responsabilité? Disons qu'à une époque, ça valait son pesant d'or. Mais aujourd'hui, ça ne devrait même pas exister comme concept devant être utilisé par les chercheurs. Parce qu'il n'y a pas de science socialement neutre. Bon, maintenant, si on continue à le dire, alors ça devient peut-être le refus d'accepter qu'aucune théorie scientifique n'est valable si elle n'est pas expérimenté. Prof, on a quand même des étudiants en master qui viennent voir des encadreurs pour dire « je n'ai pas de thème ». Qu'est-ce que ça vous suggère? Bon, moi je ne mettrais pas cela sur le dos des enseignants parce que notre culture dans le contexte contemporain, avec l'avènement des nouveaux moteurs de recherche, je ne sais pas si cela aurait contribué, mais l'étudiant, dans notre contexte, prenons camerounais, est davantage déterminé par une sorte de facilité qui fait qu'il s'éloigne progressivement des livres pour apprendre à partir des autres sources, qui ne peuvent jamais être des sources complète. Parce que c'est dans le livre qu'on a le principal moteur de formation. C'est-à-dire le livre est le principal moteur de formation d'une génération. Lorsque on cherche à fuir le livre, ça veut dire qu'on a décidé de mourir intellectuellement. Voyez-vous? Bon, mais ça ne signifie pas que les autres moteurs de recherche ne sont pas aussi importants. Mais il faut plutôt se demander si le livre est moins formateur que Internet, par exemple. Oui. Internet est formateur, le livre est formateur,
Mais sauf que l'information comme sur Internet n'est pas une information contrôlée, vérifiée et parfois questionnée. Chacun peut mettre ce qu'il veut sur Internet. Justement. Et du coup, si vous tombez sur le premier lien et que vous commencez à lire, vous pourrez prendre cela pour de la vérité alors qu'il n'en est rien. Disons même que dans Internet, il y a des sources crédibles. Oui. Mais seulement, ces sources qui sont crédibles ne donnent pas toujours des informations au complet. Oui. C'est le livre lu directement qui permet d'avoir presque la totalité de la pensée d'un auteur. Oui. Voyez-vous? Oui. Bon, il y a des extraits dans Internet. C'est vrai qu'il y a aussi des bibliothèques numériques dans lesquelles... Mais beaucoup de personnes ne fréquentent pas ces bibliothèques numériques. On veut juste la recette dont on a besoin pour répondre à une question ponctuelle pendant... qui nous a été posée pendant un cours. Sans faire de la recherche fondamentale. Oui, sans faire de la recherche fondamentale. Il faut puiser davantage dans les livres. Chers téléspectateurs, en posant la question, la science peut-elle être neutre? Nous nous interrogions sur l'engagement social du chercheur, de l'étudiant et de tous ceux qui s'interrogent dans une société comme la nôtre. Et du coup, nous nous rendons bien compte que, comme on peut le retenir de l'intervention du prof, que l'histoire des sciences, parfois, nous éloigne puisque nous nous contentons quelquefois à étudier cette histoire et ne pas nous situer sur des problèmes du moment, sur les problèmes de l'instant. Que dites-vous pour sortir à l'étudiant, aux chercheurs, à ceux qui écrivent, pour que notre société bénéficie des intelligences que nous avons? Disons qu'il n'est pas totalement... on ne peut pas se refuser de comprendre ce qu'est l'histoire d'une discipline en sciences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la science évoluant, non pas de façon linéaire, mais par rupture épistémologique, parce que nous dit Bachelard, la science a l'âge de ses instruments, il faut s'appesantir sur les données scientifiques de notre temps. Parce que quand la science avance, c'est ça qui fait la différence entre la science et la philosophie. En philosophie, il y a une sorte de principe de continuité thématique. C'est-à-dire les données philosophiques du temps de Platon peuvent encore être étudiées aujourd'hui. On peut y trouver des recettes pour la vie, c'est vrai. Mais en science, ce n'est pas la même chose. Quand on est passé d'un principe à un autre, on ne reviendra plus. On ne verra plus les Nivaquines dans nos pharmacies. C'est fini. Parce qu'il y a une rupture épistémologique. Et les instruments actuels sont adaptés à la fabrication de nouvelles molécules en vue de vaincre le paludisme, par exemple. Donc, c'est quand vous prenez ces exemples, vous comprendrez que l'anesthésie qui autrefois, on la faisait avec le chloroforme, ne peut plus être le même système d'anesthésie aujourd'hui. Voyez-vous, pour la chirurgie, non, ça a changé. Ça a totalement changé. Et même les chirurgies ne se font plus toujours avec les ouvertures d'organes. Il y a la chirurgie endoscopique qui répond autrement aux besoins de santé par rapport à une certaine époque où on était obligé à chaque étape d'ouvrir le malade. Donc, à travers la médecine, vous pouvez réaliser plus facilement que la science évolue sur la base des ruptures épistémologiques. C'est un peu une progression linéaire, non. C'est des ruptures. C'est-à-dire on abandonne carrément l'ancienne théorie au profit d'une nouvelle qui va aussi changer au moment où on connaîtra de nouvelles possibilités d'avancer. Du coup, faire la science aujourd'hui, c'est s'interroger sur les problèmes qui se posent à nous. Oui, c'est s'interroger sur les problèmes qui s'interrogent à nous et s'ouvrir sur l'avenir. Merci, professeur Mouchili. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Merci, à très bientôt sur Africa TV.